La tempête n'a pas commencé en Afrique, mais en Floride. Avec un micro, une Bible et une promesse, Donald Trump annonça qu'il protégerait les chrétiens nigérians. Un écho qui fit trembler Abuja autant qu'il séduisit Orlando. Mais si la protection devient un prétexte, où s'arrête la liberté? C'est la question qu'Ibrahim Traoré posa calmement face à un monde qui prétend encore sauver l'Afrique sans la consulter. Un homme priait sous la pluie à Lagos, un autre parlait sous les orages de Ouagadougou. Entre eux, le continent retint son souffle. Le message venu de Floride ressemblait à une bénédiction, mais pesait comme une sommation. Bénéfice promis en 10 mots, protéger des vies sans renier la souveraineté nationale. À Abuja, chaque virgule des déclarations américaines équivalait à une clause implicite, aide contre obéissance, sécurité contre marge de manœuvre. Le président Bola Ahmed Tinubu connaissait la tentation d'une assistance rapide, carburant politique en temps de crise, mais aussi le coût latent, procédures extraterritoriales, conditionnalités, récits importés. Dans les couloirs, les conseillers dressaient des colonnes de risques, d'opportunités, de délais. Personne n'osait écrire le mot tutelle, pourtant présent à chaque page. Au nord, Ibrahim Traoré formulait une contre-promesse: dignité avant dépendance, coopération sans capitulation, défense assumée par ceux qui vivent le terrain. Sa position rallia une génération qui veut des partenaires, non des tuteurs. Alors, quelle voie coûte le moins à long terme? L'ombre d'un parapluie étranger ou l'apprentissage exigeant de l'autonomie? Et si l'urgence servait d'alibi au pilotage extérieur? En moins d'une journée, une seule phrase a traversé l'Atlantique et modifié le centre de gravité d'un débat vieux de plusieurs décennies. À l'écran, un chiffre s'imposa comme un coup de tonnerre. Plus de 200 millions d'habitants, première économie du continent, un pays dont la foi et le pétrole se disputent le même sol. Voilà le Nigeria placé au cœur de la tempête. À Abuja, les studios répétaient la même formule. Si le Nigeria ne protège pas ses chrétiens, d'autres le feront. Dans le palais présidentiel, le mot intervention surgit encore et encore, portant avec lui le souvenir d'aides conditionnées et d'alliances qui mordent la souveraineté. Les conseillers évoquaient sécurité, coopération, dissuasion. Personne n'osait dire tutelle, mais chacun en mesurait l'ombre. Plus au nord, l'écho se réfracta dans le Sahel. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré prit la parole, voix calme, cadence ferme. Pas de croisade nouvelle, mais du respect. Pas de salut imposé, mais une dignité assumée. Sa déclaration, 12 minutes à l'antenne, parcourut Bamako, Accra, Lagos. Des murs se couvrirent de peinture, des hashtags s'embrasèrent, et une idée simple prit corps. On ne sous-traite ni la défense ni la voix d'un continent. Dans les marchés de canaux, comme sous la pluie de Lagos, la question devint plus intime. Qui protège vraiment qui? Car chaque promesse de sauvegarde, en Afrique, arrive lestée d'un précédent. Tripoli, Benghazi, des déserts frappés par des drones, des villages oubliés après les caméras. La mémoire collective entend derrière protection un autre mot: permission. La mini-révélation est là, ce qui semblait une querelle religieuse s'est mué en test moral à l'échelle d'un continent. Mesurer l'écart entre assistance et emprise, entre foi proclamée et souveraineté vécue, comprendre comment une phrase prononcée en Floride recompose à 6000 kilomètres l'alphabet du choix politique. Et voir, au fil des heures, le Nigeria se tenir non pas dans le vacarme des injonctions, mais dans une gravité silencieuse, décider sans renoncer à se décider. Au lendemain de la tempête médiatique, Abuja semblait suspendu entre silence et calcul. Dans une salle étroite du ministère des Affaires étrangères, un conseiller raconta avoir vu le président Tinubu relire 3 fois la transcription du discours américain sans dire un mot. Cette hésitation disait tout. Accepter l'aide, c'était rallumer une mémoire que le pays tentait d'éteindre. Dans un quartier de Kaduna, un journaliste observa la même tension à une autre échelle. Les églises restaient ouvertes, mais les mosquées faisaient sonner leurs haut-parleurs plus fort, comme pour rappeler l'équilibre fragile du quotidien. « Ils veulent nous protéger », murmura un pasteur. « Mais de quoi exactement ?» Pendant ce temps, au nord du Sahel, Ibrahim Traoré devenait pour beaucoup plus qu'un nom. Dans les campus, on citait ces phrases comme des refrains. Dignité avant dépendance, respect avant secours.
Ce ton calme mais tranchant dessinait une autre voie, celle d'une Afrique qui veut discuter d'égal à égal, non plus tendre la main, mais la serrer. L'effet domino apparut vite. À Accra, des étudiants lancèrent un débat sur la notion même de protection. À Bamako, des affiches appelaient à décoloniser le vocabulaire. Une idée nouvelle se formait, la sécurité sans tutelle. Alors que la pluie s'abattait sur Lagos, un sentiment diffus prit racine. Si les mots pouvaient peser plus que les armes, alors le continent devait apprendre à les choisir lui-même. Et si la vraie force d'une nation ne tenait plus à ses alliés, mais à sa capacité d'imposer son silence? Tout démarra par un micro, une Bible, une phrase tranchante. Si le Nigeria ne protège pas ses chrétiens, nous le ferons. La vidéo partit. Les fils d'actualité s'embrasèrent. Les studios s'alignèrent. À Abuja, convocation urgente, salle close, visage tendu, rapport posé en pile, nord instable, pipeline saboté, gouverneurs inquiets. Personne ne disait le mot interdit. Chacun l'entendait pourtant. Intervention. Les premières heures furent électriques. Radio locale en boucle, église bondée, mosquée pleine, rumeurs en surimpression. Dans les marchés, la question s'imposa. Qui protège vraiment qui? La mécanique médiatique s'installa, titre percutant, débat binaire. À Washington, morale et prophétie. À Paris, prudence et partenariat. Le Nigeria devint décor. La souveraineté, un détail. Au palais, Bola Ahmed Tinubu écouta, longtemps, sans détourner le regard. Le chef d'état-major égrena des cartes. Les conseillers parlèrent de fenêtres d'opportunité. Le ministre rappela la mémoire de Tripoli. Personne n'oublia Benghazi. Plus au nord, la réponse prit forme. Ibrahim Traoré apparut à l'antenne. 12 minutes, calme, l'âme froide. Respect au centre, tutelle écartée. Une ligne claire, dignité avant dépendance, coopération sans capitulation. Les murs de Bamako se couvrirent de peinture. Accra afficha des bandeaux. Lagos fit vibrer les hashtags. Une phrase devint refrain. Notre terre, notre foi. Déclenchement accompli, la pression monta encore. Think tanks inquiets. Diplomates en coulisses. Ambassade sur écoute. On redoutait l'engrenage. Aide puis conditions. Formation puis base. 3 jours suffirent pour atteindre le sommet. Tinubu choisit le direct. Décor sobre, téléprompteur discret. La voix ne trembla presque pas. Le Nigeria protégera tous ses citoyens sans instruction étrangère. Le pays retint son souffle. Les mots tombèrent comme des pierres. Dans les rues, la pluie épaissit le silence. Des parapluies claquèrent comme des drapeaux. Point culminant atteint, le récit se reconfigura. Les chaînes américaines crièrent à l'ingratitude. Des éditoriaux européens parlèrent d'aveuglement. Au Sahel, on prononça un autre mot, renaissance. Ibrahim Traoré fut cité partout. Dans les campus, ses phrases devinrent méthode. Dans les casernes, elles devinrent boussole. Dans les foyers, elles devinrent promesses. L'onde de choc gagna les chancelleries. Dossiers réécrits, aides reconditionnées. Visites reprogrammées. Chaque capitale relut son dictionnaire. Protection, partenariat, permission. Sur le terrain, rien n'était simple. Les menaces persistaient, les budgets manquaient, les attentes grandissaient. Mais quelque chose avait changé, l'ordre des priorités. La société civile investit les mots. Des juristes pesèrent les clauses, des économistes calculèrent les dépendances, des journalistes comptèrent les précédents, un par un. La foi reprit sa place, loin des plateaux. Les églises chantèrent l'endurance. Les mosquées rappelèrent la patience. La coexistence n'était pas naïveté, c'était un choix discipliné. Dans un café de Surulère, un étudiant résuma « L'urgence est réelle, la tutelle non ». La phrase circula comme un mot de passe. Le récit s'acheva provisoirement sur une évidence. Le Nigeria n'avait pas refusé l'aide, il avait refusé l'assignation. Et sous la pluie de Lagos, une intuition se fixa. Quand la protection devient spectacle, la souveraineté redevient liturgie. Avant cela, la situation se décrivait ainsi. Avant la phrase « parti de Floride », le débat ouest-africain suivait ses routines. Communiqués policés, prudence diplomatique, commentaires localisés. La foi et la sécurité coexistaient dans un fragile modus vivendi. Abuja traitait ses urgences, la région suivait ses propres cadences, les partenaires extérieurs récitaient la grammaire habituelle de l'appui
et de la stabilisation. Rien n'était apaisé, mais l'inertie dominait. Puis un changement s'opéra. Puis une seule phrase traversa l'océan et reconfigura la table. Elle ne débarqua pas avec des troupes, elle imposa un lexique. En quelques heures, protection cessa d'être un mot pieux pour devenir une hypothèse de tutelle. Les rédactions d'Abuja reformulèrent les titres, les plateaux américains déplacèrent l'angle et sur les trottoirs de Lagos, les conversations mirent la souveraineté au premier plan. Le centre de gravité bascula, du qui souffre au qui décide. 6000 miles, une distance courte pour des conséquences politiques longues. Cette donnée n'est pas qu'un repère géographique, elle mesure un effet de chaîne. Un énoncé proféré à Orlando modifie à Abuja l'architecture perçue de l'autorité. Entre les deux rives, l'information ne se contente pas de voyager. Elle hiérarchise 200 millions d'habitants, 200 millions d'habitants. L'échelle transforme chaque phrase en levier. Le Nigeria n'est pas un cas, c'est un multiplicateur régional. Quand le mot protection s'y charge d'ambiguïté, tout l'Ouest africain ressent la variation. Gouverner un tel volume humain impose un principe simple. Nul verbe transitif ne peut s'y poser sans consentement explicite. 12 minutes d'antenne. 12 minutes d'antenne. Assez pour fixer un récit continental. À Ouagadougou, la réponse d'Ibrahim Traoré déplaça la focale. Respect plutôt que croisade, dignité plutôt que délégation. Sa brièveté devint force. Elle donna aux jeunes, de Bamako à Accra, une syntaxe commune. Notre terre, notre foi, notre voix. Relecture baseline, delta. Avant, les IS-SED se présentaient comme un parapluie moral, rarement interrogé sur ses baleines. Après, chaque proposition fut retournée comme un gant. Quelle clause tacite, quelle durée, quel droit de sortie. Le delta ne se résume pas à des manifestations, il s'observe dans le vocabulaire quotidien. À Kano, le mot sécurité fut souvent suivi de sans tutelle. À Lagos, foi fut accolée à coexistence plus qu'à protection. À Abuja, partenariat fut recadré par permission, un signe que la mémoire de Tripoli et Benghazi a rejoint la discussion courante. C'est ce qu'on appelle désormais l'effet Traoré. Dans ce nouvel alphabet, Ibrahim Traoré opéra comme un calibrage. Il n'ajouta pas du bruit, il soustrait l'ambiguïté. Sa ligne, coopération sans capitulation, offrit un axe de lecture partageable par des publics différents. Religieux, étudiants, militaires, éditorialistes. À chaque fois, le test resta le même. Qui tient la main sur l'interrupteur ? Vint ensuite une période d'apaisement réfléchi. Le delta brutal appela une accalmie réfléchie. Abuja reformula, souveraineté non négociable, coopération possible, cadence locale. Les chancelleries révisaient leur lexique, moins de promesses performatives, plus d'écoute déclarée. Dans les campus, la fièvre se transforma en méthode. Débats, mots choisis, refus des raccourcis. La constante demeure pourtant la même. Les chiffres balisent, la dignité oriente. La baseline mesurait une routine prudente. Le delta révèle une maturité politique. À l'échelle d'un continent, 3 repères suffisent. Distance, masse, durée. Le reste appartient à la décision libre. 2 visions s'affrontèrent dès la fin du discours américain. La première, pragmatique, affirmait que le Nigeria ne pouvait pas se passer d'aide. Ses partisans rappelaient les faits, une armée sous-dotée, des insurgés mobiles, un territoire vaste comme l'Europe de l'Ouest. Selon eux, refuser un partenariat revenait à désarmer symboliquement le pays. Leur maxime, mieux vaut une dépendance maîtrisée qu'une autonomie fragile. La seconde, portée par une génération plus jeune, inversait le raisonnement. L'ingérence, disait-il, n'est jamais temporaire. Chaque mission provisoire finit par redessiner les institutions. Il citait à la Libye, le Mali, le Niger, 3 pays, 3 promesses d'aide, 3 dissolutions d'État. Leur conviction, la souveraineté n'est pas un luxe, c'est une discipline. Entre ces 2 pôles, Ibrahim Traoré sut incarner une synthèse crédible. Il ne nia ni la menace terroriste, ni les limites budgétaires, mais plaça la discussion ailleurs, sur la gouvernance des alliances. La coopération n'est pas le problème, disait-il, c'est la hiérarchie cachée qu'elle impose. En d'autres termes, il ne s'agissait pas de rompre avec l'Occident, mais de cesser de se justifier devant lui. Les données le confirmaient.
Depuis que le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient renégocié leurs accords militaires, les budgets de défense locaux avaient augmenté de 11%, mais les incidents civils avaient diminué de 17%. Cette proportion ne prouvait pas un miracle, elle prouvait une cohérence. Quand la décision vient de l'intérieur, la population la respecte davantage. À Abuja, le gouvernement étudia ces chiffres sans les citer. Officiellement, il restait neutre. Officieusement, il observait le précédent sahélien comme une leçon. La ligne Traoré, d'abord jugée radicale, devenait argument. On peut dialoguer sans se soumettre. Au bout du compte, les deux thèses se rejoignaient sur un constat. L'Afrique ne cherche pas l'isolement. Elle exige simplement la réciprocité. Et ce mot-là, prononcé à voix basse, devint la véritable révolution diplomatique du moment. La tempête a changé de camp. Ce n'était plus l'Afrique qui devait se justifier, mais le monde qui devait écouter. Les plateaux occidentaux s'interrogeaient: comment une simple phrase avait-elle retourné tout un récit? La réponse tenait en un nom encore: Ibrahim Traoré. Dans les couloirs de Ouagadougou, son discours circulait comme un mot de passe. Il n'avait rien promis, il avait posé une condition: que la dignité précède le dialogue. Cette inversion subtile fit trembler la rhétorique des grandes puissances. Car pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant africain dictait le tempo moral. À Abuja, les conseillers de Tinubu observaient la contagion. Les étudiants citaient Traoré, les radios locales diffusaient ses phrases. Même ceux qui craignaient sa ligne reconnaissaient sa clarté. Nous n'avons pas besoin d'ennemis pour perdre notre voix. Pendant ce temps, les chancelleries réécrivaient leurs communiqués, troquant aide contre respect mutuel. Le mot souveraineté cessa d'être tabou. Et sous la pluie de Lagos, un sentiment inédit prit forme: l'équilibre. À mi-parcours du récit, la révélation était nette. La foi n'opposait plus les peuples, elle révélait leur hiérarchie. Dans la sphère des pouvoirs publics, à Abuja, la crise força un recentrage. Les réunions cessèrent d'empiler les notes pour clarifier les principes: souveraineté non négociable, coopération conditionnée, transparence procédurale. Les ministères harmonisèrent leurs méthodes. Toute offre d'appui extérieur devait être relue avec le Parlement et assortie d'une clause de sortie clairement formulée. La lenteur devint outil, non inertie. Elle servit à reprendre la main sur le calendrier, à imposer le langage de la permission plutôt que celui de la protection. Les diplomates étrangers notèrent l'écart: Chinites deliciar. Moins de signatures pressées, plus de questions préalables. Cette posture ne rompit pas les ponts, elle en redessina la largeur. Dans le domaine des entreprises et de l'économie, le secteur énergétique, longtemps structuré par des habitudes contractuelles importées, réorganisa ses priorités. Les appels d'offres intégrèrent des exigences de transfert de compétences et de propriété locale plus lisibles. Les directions financières revalorisèrent les risques de dépendance narrative. Un communiqué peut déplacer une bourse, il ne doit pas dicter un contrat. Les négociations cherchèrent des terrains neutres, plus proches des réalités que des vitrines lointaines. Les consortiums apprirent à formuler des projets sans confondre sécurité et tutelle, foi et levier commercial. L'économie ne s'isola pas, elle se dota d'un filtre. Du côté de la société civile, sur les campus, souveraineté entra dans les cours de sciences politiques, mais aussi dans les clubs de débat, les radios étudiantes, les associations de quartier. Des plateformes citoyennes cartographièrent les mots utilisés par les médias: aide, partenariat, permission. Les rédactions locales défirent les raccourcis. La foi n'oppose pas les voisins, elle met à nu des hiérarchies anciennes. Des pasteurs et des imams rappelèrent ensemble que la coexistence relève d'une discipline quotidienne plutôt que d'une mise sous cloche. L'énergie populaire se transforma en documentation. Enquêtes, podcasts, ateliers de formation pour reporters indépendants. La rue ne cherchait pas un héros, elle exigeait un protocole de respect. Sur le plan régional et diplomatique, autour du Nigeria, le Sahel accorda ses montres. Les capitales voisines mirent à l'agenda des coordinations régulières, insistant sur une idée simple: coopération without custody. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré prit valeur de repère, non d'icône. Sa ligne, coopération sans capitulation, offrit un vocabulaire partagé à des publics dissemblables: militaires, étudiants, éditorialistes, responsables religieux.
Les chancelleries occidentales s'ajustèrent, communiqués moins prescriptifs, formules davantage dialogiques. Les ONG reconfigurèrent leur mission vers le renforcement capacitaire, préférant la compétence au spectaculaire. Ce déplacement ne fut pas un renversement d'alliance, mais une normalisation. Chacun à sa place, chacun à son rôle. En conclusion, on pourrait dire, dans les cafés d'Abuja, la tempête de Floride fut rebaptisée le jour où l'on a répondu. Non pas un refus du monde, mais l'acceptation d'un ordre des choses. On peut accueillir la main tendue sans livrer la clé de maison. Sous la pluie, un enfant demanda à sa mère pourquoi on parlait autant de dignité. Elle répondit simplement « parce qu'elle est le seul mot qui ne s'emprunte pas ». Dans le scénario principal, on observe que le Nigeria consolide la ligne d'équilibre adoptée après la tempête. Les partenariats sont maintenus, mais reformatés par des audits conjoints, des clauses de sortie et des calendriers pilotés depuis Abuja. Les échanges sécuritaires avec les voisins s'intensifient sans fusion complète des moyens afin de préserver l'autonomie de décision. Les capitales occidentales s'habituent à négocier sans posture d'aîné. Moins d'injonctions, plus de procédures. Les entreprises énergétiques renégocient en terrain neutre, imposant des standards de contenu local et de transparence. La situation demeure fragile mais lisible. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient une méthode administrative. Dans la perspective la plus favorable, la dynamique s'élargit et se dote d'outils durables. Inspiré par la clarté d'Ibrahim Traoré, plusieurs capitales créent une cellule régionale d'analyse, un protocole de communication commun et un fonds de sécurité assorti d'objectifs mesurables. Les ONG pivotent vers le transfert de compétences et la formation d'équipes mixtes avec universités et collectivités. Les contrats énergétiques adoptent des clauses de réciprocité. Les litiges se règlent par arbitrage régional. La diplomatie religieuse perd son surplomb moral et retrouve une sobriété constructive. Le commerce intra-africain gagne en volume, la confiance publique s'épaissit et l'idée de coopération without custody devient le langage partagé des institutions. Dans la version la plus incertaine, la pression économique réactive les vieux automatismes. Une coalition interne plaide pour le retour au dispositif d'aide rapide, réintroduisant la dépendance sous couvert d'efficacité. Les clivages confessionnels se durcissent dans plusieurs centres urbains. Des incidents isolés sont surmédiatisés et instrumentalisés. Les partenaires extérieurs reprennent un ton moralisateur avec conditions et échéances à peine voilées. La société civile se fragmente entre impatience et fatigue. La documentation recule au profit des slogans. Le risque n'est pas l'effondrement, mais la lassitude stratégique. Déléguer à nouveau ce qui devrait être arbitré localement. En guise de conseil de réflexion, entre ces trois voies, la plus solide n'est ni la plus bruyante ni la plus brève. Elle suppose une patience institutionnelle. Compter sur soi sans se fermer, coopérer sans capituler, documenter chaque promesse comme un contrat et non comme une faveur, exiger que l'aide augmente la capacité, jamais qu'elle réduise le consentement. À retenir, ce qui protège vraiment, c'est le droit de choisir la manière d'être protégé. Le reste est rhétorique. Dans les rues de Lagos, l'histoire n'est plus un débat télévisé. Elle s'entend dans les bus, se lit sur les murs, s'enseigne entre générations. Un chauffeur de taxi dit qu'il ne comprend pas la géopolitique, mais qu'il sait reconnaître quand la voix de son pays change de ton. Pour lui, l'indépendance n'est pas une idée, c'est la manière de parler sans attendre qu'on traduise. Dans une école de Kaduna, une enseignante raconte à ses élèves que la dignité se conjugue comme un verbe. Chaque jour, elle leur fait recopier la phrase d'Ibrahim Traoré « La liberté n'est pas une prière, c'est un devoir ». Les enfants ne la comprennent pas encore totalement, mais ils en retiennent le rythme. C'est ainsi que naissent les habitudes politiques, à travers des mots répétés, avant d'être saisis. Les familles, elles, observent la tempête avec prudence. Elles savent que les changements se mesurent moins dans les déclarations que dans les prix du marché, dans la sécurité du soir, dans le calme des prières. Elles ne réclament pas de héros, seulement la cohérence entre promesses et réalité. Dans les studios, des journalistes reprennent le ton de la rue, plus simple, plus lent, plus franc. Ils disent que l'Afrique n'a plus besoin de messie ni d'excuses, elle a besoin d'espace, et que cet espace, chaque citoyen peut le défendre, non par colère, mais par constance. La scène est intime, presque ordinaire. Pourtant,
c'est là que se joue le véritable changement, quand la souveraineté cesse d'être un sujet d'élite et devient un réflexe populaire. Première étape, clarifier les rôles et responsabilités. Qui? Présidence? Parlement? Gouvernorat? Fait quoi? Publier une matrice des responsabilités. Sécurité? Aide? Information? Quand? Calendrier trimestriel? Mise à jour en séance publique. Mesurer comment? Taux de couverture des missions attribuées et respect des délais. Deuxième étape, normaliser la coopération. Qui? Affaires étrangères. Plus justice. Fait quoi? Protocole type pour toute aide extérieure, clause de sortie, transparence, arbitrage. Quand? Appliquer avant signature de tout nouvel accord. Mesurer comment? Pourcentage d'accord, publié intégralement et audit juridique indépendant. Troisième étape, ancrer la capacité locale. Qui? Finance, plus défense, plus collectivité. Fait quoi? Contenu local minimal pour marché sécurité infrastructure, formation conjointe. Quand? À l'attribution de chaque contrat prioritaire. Mesurer comment? Part d'exécution nationale et nombre d'équipes mixtes opérationnelles. Quatrième étape, ouvrir les données publiques. Qui? Information, plus université, plus médias. Fait quoi? Portail unique, contrat, dépenses, indicateurs, rapport semestriel de redevabilité. Quand? Publication périodique synchronisée avec les sessions parlementaires. Mesurer comment? Taux de publication à jour et audience citoyenne des rapports. Cinquième étape, suivre la confiance entre institutions et citoyens. Qui? Bureau du Premier ministre, plus Institut de sondage. Fait quoi? Créer un indice de confiance institutionnelle, sécurité perçue, clarté des règles, qualité de service. Quand? Mesure trimestrielle, diffusion publique. Mesurer comment? Variation de l'indice et corrélation avec les décisions majeures. Fil conducteur de la méthode, coopérer sans capituler. Principe que Ibrahim Traoré a rendu lisible pour une génération entière. Une souveraineté administrée vaut mieux qu'une souveraineté proclamée. Chaque promesse doit laisser une trace vérifiable, chaque aide un transfert de capacité. La pluie est revenue sur Abuja, fine, persistante, presque familière. Dans le palais présidentiel, la lumière du soir se reflète sur les vitres comme un écho de cette première tempête venue de Floride. Tinubu reste debout, immobile, devant son bureau, tandis qu'au loin montent les chants du vendredi. Les mots résonnent encore, protection, foi, souveraineté. Trois termes qui, désormais, ne s'opposent plus, mais s'équilibrent. Plus au nord, Ibrahim Traoré s'adresse à une foule silencieuse. Son ton n'a pas changé, calme et ferme à la fois. Chaque génération reçoit la liberté en dépôt. Si elle ne la défend pas, elle la perd. Ces paroles, reprises par les radios du Sahel, traversent les frontières sans passeport. Elles rappellent qu'un principe ne vit que s'il est relayé. À Lagos, un journaliste replie son micro. Il murmure « Ce qu'ils ont voulu protéger, c'était déjà à nous ». Dans cette phrase, toute l'histoire s'achève et recommence. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'habite. Et parfois, elle tient simplement dans la manière de rester debout sous la pluie. Dans le calme revenu d'Abuja, la pluie a cessé. Les routes sont encore humides, mais l'air paraît plus clair. Les voix qui, hier, s'opposaient, se confondent à présent dans un même murmure. Respect. Le mot a perdu son abstraction, il est redevenu matière politique. Au-delà du Nigeria, le Sahel apprend à respirer ensemble. Les gestes changent avant les lois. Une main tendue sans hiérarchie, une phrase dite sans crainte d'être traduite. Ibrahim Traoré n'a pas offert de modèle, il a offert une question. Jusqu'où peut-on être libre sans cesser d'être lié? Dans les églises, dans les mosquées, dans les universités, la même idée circule. La souveraineté n'est pas un drapeau à brandir, c'est un espace à entretenir chaque jour. Et cet entretien-là ne demande ni armes, ni slogan, seulement de la constance. Alors, à ceux qui écoutent encore ce récit, une invitation demeure. Si la liberté commence par une écoute, sommes-nous prêts à entendre ce que l'Afrique dit d'elle-même ?